Les villages ennemis, chapitre 10, la cave aux pétards. Maintenant, Mathias, tu mélanges les extraits de soufre et de zinc à la farine et tu brasses très vite. Plus vite! Oui, c'est ça! Tu vois, la couleur change. C'est formidable, Madame Bigorneau! Oh, quel beau verre! On travaillait fort ce matin-là dans la cave de la maison de Madame Bigorneau. Si Onésime Bûcher, qui faisait la guerre aux pétards à la farine partout dans le village, avait été présent, il aurait éclaté de fureur. Des pétards à la farine, il y en avait partout. Des petits, des gros, des moyens, des fins, des longs, des ronds. Alignés sur une table bancale, empilés sur de vieux coussins ou dans des caisses, les pétards à la farine régnaient en maître. Chaque pétard était identifié par une ficelle qui annonçait la couleur de l'explosion de farine qui s'en dégagerait. Madame Bigorneau, installée dans un vieux fauteuil, donnait ses instructions à Mathias, qui manipulait des fioles soigneusement étiquetées. Monsieur Poilumet, le chat de Madame Bigorneau, observait les observations d'un œil détaché en étirant ses griffes. Lui n'avait pas besoin de pétard pour se défendre. Pour ce verre-là, c'est une cuillerée d'extrait de soufre pour 3 pincées d'oxyde de cuivre. Mélange vite et ça y est. C'est simple, non? Tout est toujours simple avec vous, Madame Bigorneau, dit Mathias tout en écrasant le contenu d'une fiole dans un mortier. Vous trouverez même des solutions à la guerre. Mais la solution à la guerre, c'est d'arrêter de la faire, mon petit. En soi et à l'extérieur de soi. Les solutions à nos problèmes sont généralement assez simples, mon garçon. Si la moitié des habitants de chaque village décidaient qu'ils en ont assez de s'envoyer des ordures par la tête, et bientôt des pierres, ça perd les popettes. Ils sont vraiment devenus fous. Si la moitié des gens décidaient qu'ils en ont assez, de la guerre serait terminée demain matin. Demain matin? Demain matin, je te dis. Mais si c'est si facile de faire la paix, pourquoi les gens ne la font-ils pas? Pourquoi les gens ne décident-ils pas qu'ils en ont assez? Voilà une bonne question. Parce qu'ils écoutent ceux qui les encouragent à guerroyer pour toutes sortes de bonnes raisons. Attention, s'interrompit-elle, tu as mis trop d'extrait de cuivre. Ta couleur va tourner au noir. Oh, qu'est-ce que je fais maintenant? La chimie, c'est un peu comme faire un gâteau. Quand tu mets trop d'un truc, tu peux parfois le rattraper en ajoutant d'autres choses pour compenser. Le gâteau n'est pas le même, mais il peut être très bon quand même. Parfois, c'est même meilleur. Nous allons faire du bleu en rajoutant du borax. Prends cette petite bouteille et pile-moi 3 de ces cristaux dans un mortier propre, précisa-t-elle en voyant le tailleur étirer un bras pour saisir le premier qui se trouvait à sa portée. Mathias obéit sans discuter. Sous le chapeau à fleurs de Madame Bigorneau se cachait une montagne de connaissances aussi surprenantes qu'utiles. Elle savait aussi bien cultiver un potager que réviser les machines à coudre, réparer la tuyauterie de la baignoire que soigner la grippe avec des plantes. Et en chimie, elle était géniale. C'est elle qui lui avait suggéré de teindre ses farines un jour qu'elle l'avait surpris à expérimenter avec ses pétards. Elle lui avait en plus inventé un type de pétard moins bruyant et produisant des nuages de farine plus colorés. Le tailleur était bien content de travailler au pétard de son orgue dans le calme du laboratoire secret que Mme Bigorneau avait installé dans sa cave. La veille, une fois parvenu à Saint-Aimé grâce à Citrouille, il avait filé tout droit chez elle. Les nouvelles rapportées par Mathias avaient inquiété la vieille dame. Si les habitants de Saint-Aimé pensaient être eux aussi victimes d'une attaque, une escalade de violence devenait inévitable. « Madame Bigorneau, vous disiez que ceux qui font la guerre la font pour de bonnes raisons. Quelle bonne raison peut-il y avoir à faire la guerre? Il n'y a jamais de bonne raison de faire la guerre, mon garçon. Mais on parvient toujours à en trouver. Il y a plein de gens qui, peu importe qu'ils aient une maison, de quoi manger sur la table, de beaux enfants en santé, se sentent pauvres. Ils veulent toujours plus de choses pour remplir le grand trou qu'ils ont à l'intérieur. Regarde Adela Ruspette, il ne manque de rien avec sa boucherie, mais il en veut toujours plus, plus grand, plus beau. Toujours le premier à écouter le maire. Des gens comme lui sont toujours prêts à partir en guerre. Ils veulent la richesse, le pouvoir, dominer les autres. T'es-tu déjà demandé pourquoi Onésime Bûcher est maire? Parce qu'il est riche.
D'où lui vient son argent? Il vend du bois, comme son père et son grand-père avant lui. Et avec quoi construit-on les catapultes et les palissades? Eh bien, avec des poutres, des madriers, des planches de... Non! Attendez, vous ne voulez pas dire que... Le maire veut faire la guerre pour faire de l'argent? Chut, mon petit Mathias, j'ai pas de preuves. Mais un jour, j'en aurai. Onésime Bûcher contrôle les gens du village en exploitant ceux qui se sentent faibles et qui veulent faire paraître forts. Le boucher, Mme Blanchard, Romuald Kartoffel, tous prêts à suivre n'importe qui affirment que la solution à leurs problèmes est à l'extérieur d'eux. Tous avec un grand trou dans le cœur qu'ils ne veulent pas sentir. Quelle tristesse! Alors le maire leur donne un ennemi à combattre. Il décrit les gens de Saint-Emma comme des animaux, il les rend responsables de nos problèmes et il nous encourage à acheter toujours plus d'armes. Plus, toujours plus. Surtout ne pas laisser les gens réfléchir. Comme ça, il est tranquille. Il contrôle tout le village et il utilise les gens à ses fins. Même à l'école, on nous apprenait à haïr les gens d'en face à cause de leur clocher. Mais bien sûr, bien plus facile de commencer les entourloupettes avec des enfants. Une fois devenus grands, ils sont faciles à diriger. Madame Bigorneau fut interrompue par des coups répétés à la porte arrière. « Reste ici, Mathias, et ne bouge pas. Je vais m'occuper de cet intrus. » Le jeune homme attendit en silence. Il entendit Madame Bigorneau ouvrir la porte, ainsi qu'un murmure de voix précipité. Le pauvre tailleur faillit mourir de peur quand il vit de grosses bottes s'engager dans l'escalier. C'était Gaston le cordonnier, un Gaston hagard et à bout de souffle. « Mathias, tout est perdu. Le maire a trouvé des pétards chez toi. Si tu rentres, tu vas te faire arrêter. Ils vont t'enfermer, te torturer même. Il faut fuir. » Mathias pâlit. « Me torturer? » « Oui, je les ai entendus par hasard. Jules Lenoir a trouvé des traces de farine près de chez toi. Le maire s'est donné le droit de forcer ta porte pour des raisons de sécurité, comme il dit. Et il a trouvé des pétards. C'est horrible. Je l'ai entendu parler de t'enchaîner tout nu et de te torturer jusqu'à ce que tu donnes le nom de tes complices. Tu dois fuir. Fuir? Comment? Et où? À l'idée de se retrouver tout nu, seul et enchaîné face à Onésime Bûcher, Mathias avait vraiment envie de s'évanouir. Gaston, interrompit Mme Bigorneau d'une voix ferme, pourriez-vous amener à la nuit tombante votre charrette près du petit bois? Bien sûr, mais comment faire sortir Mathias du village? Dans ma charrette, c'est risqué. Pas dans la charrette. J'ai découvert dans le journal de mon grand-père l'existence d'un souterrain qui part du vieil entrepôt et qui aboutit hors des murs du village. J'ai même retrouvé la clé de l'entrepôt. Mais cet entrepôt appartient à Onésime Bûcher. Vous voulez jeter Mathias dans la gueule du loup? La vieille dame cligna de l'œil. Justement, le maire ne va pas aller chercher Mathias chez lui. Il faudra seulement quelques minutes pour le faire descendre dans le souterrain. « Il faudra que j'y aille tout seul ?» demanda Mathias, que le plan de Mme Bigorneau ne sécurisait pas trop. « Et après? » Mme Bigorneau eut un fin sourire. « Pas tout seul. Non, nous allons faire appel à ton nouvel ami Citrouille. Il va pouvoir te guider à Saint-Emma, chez la Chapelière, dit Mme Bigorneau. On pourrait te faire passer pour son cousin, qu'est-ce que tu en penses? » Le cœur de Mathias cognait dans sa poitrine, mais en même temps, un courage nouveau envahissait son cœur. « Non, je ne me cacherai pas comme un criminel. Je vais partir à la ville pour y vendre mon orgue à pétard. Violette m'a donné des idées. Je suis sûre que j'y arriverai. » Madame Bigorneau le regardait attentivement. « Ce n'est pas une mauvaise idée, mon garçon, mais nous avons besoin de toi ici. Justement, avec l'argent de la vente de l'orgue, je pourrais mieux soutenir le combat ici. » La vieille dame soupira. « Tu cherches à combattre en utilisant les mêmes armes que l'adversaire? C'est comme ça qu'on gagne une bataille. Mais pas comme ça qu'on termine une guerre. » Madame Bigorneau se donna le temps de réfléchir. Une minute en silence. La vie lui avait appris à se fier aux intuitions des gens, surtout en dépit du bon sens. « Bon, va à la ville si tu penses que c'est pour le mieux. Tu y seras plus en sécurité qu'à Saint-Emma, c'est certain. Et tu n'y mettras aucun de nos amis en danger. » Elle réfléchit encore un instant. « Je vais te donner le nom d'une dame dont j'ai entendu parler. Cherche cette dame et dis-lui que tu as dû fuir ton village à cause de la guerre. Je suis sûre qu'elle saura t'aider. » Madame Bigorneau prit Mathias dans ses bras et le serra très fort. « Je t'en prie, reviens-nous vite. Nous avons besoin de toi. J'ai
besoin de toi. » Elle se retourna pour cacher ses lèvres qui tremblaient. « Gaston, il faut tout mettre au point avant la nuit. Nous n'avons pas de temps à perdre. »« À vos ordres, Madame Bigorneau, fit Gaston. Mais comment allez-vous contracter ce citrouille? » « C'est Monsieur Poilumet qui va s'en charger. Ils se connaissent bien tous les deux. En attendant la nuit, Mathias, tu vas empaqueter les pétards qui sont ici. Ton orgue changera peut-être un jour le monde. Qui sait? Fit-elle avec un clin d'œil.